tous ce matin pour cette première émission de La Traverse-Champs pour ce salon de l'agriculture 2018. Une émission que vous pourrez trouver tous les matins entre 9h30 et 10h30 jusqu'au dimanche 4 mars. Au sommaire ce matin, une présentation générale de ce que vous pourrez trouver cette année sur le salon de l'agriculture 2018. Présentation des stands, d'animaux, de produits régionaux bien sûr. Et puis ce matin, deux invités. L'un est politique, il est député de l'Essonne pour La République En Marche. Cédric Villani sera avec nous dans quelques minutes sur ce plateau. Et puis l'autre s'intéresse aussi à la politique, mais il est quelque plus critique vis-à-vis d'elle. Guy Bedos viendra sur ce plateau également pour parler notamment de son actualité. Un beau programme donc nous attend ce matin pour lancer ce 55e salon international de l'agriculture. Et ça commence maintenant. Et puis pour lancer cette émission, nous sommes obligés de faire une présentation générale de ce que nous trouverons sur ce salon de l'agriculture 2018, n'est-ce pas Patrick Urban? Bonjour Nicolas, une fois de plus, ce salon de l'agriculture et ses 1000 exposants ont mis la barre haute cette année. Toute la richesse des filières d'élevage à la française est mise à l'honneur, qu'elles soient bovines, porcines ou même équines. Ah oui, bien sûr. Encore. Quoi qu'il en soit, les 630 000 visiteurs attendus pour cette année n'en sortiront pas déçus puisqu'ils pourront voir 4050 animaux représentant plus de 360 races et ce pendant 9 jours. En plus des animaux d'élevage, il y aura aussi des chiens, des poules qu'on a juste à côté du plateau, mais aussi des poneys, des lapins et des ânes. Et tous ceux-ci viennent compléter un dispositif déjà impressionnant. Mais il n'y a pas que les animaux qui sont à l'honneur aussi cette année au Salon de l'Agriculture. Eh bien non, Nicolas, les métiers au service de l'agriculture et les filières végétales sont aussi représentés, tout comme les produits régionaux, les produits d'outre-mer, mais aussi les produits du monde. 9 pays cette année sont mis à l'honneur, comme l'Algérie, il y a aussi le Sénégal, l'Italie ou encore le Portugal. Bien évidemment, le secteur du numérique revient en force cette année. Des startups d'édition de logiciels viennent étoffer l'espace Agri 4.0. 500 mètres carrés leur sont consacrés, alors qu'il y a encore 3 ans, il n'y avait que 95 mètres carrés qui leur étaient consacrés. Donc un salon de l'agriculture un peu plus connecté, on va dire, cette année. C'est ça. Comme quoi, même les agriculteurs sont de plus en plus connectés. Voilà, et il y a aussi d'autres nouveautés dont vous voulez nous parler ce matin. Oui, les organisateurs ont créé un espace Agri Recrute, largement consacré à la formation et à l'emploi. 13 partenaires du salon y sont réunis pour informer sur les différents métiers et formations proposés par l'agriculture en général. Il est situé d'ailleurs au pavillon 4. Puis il y a aussi les objets, les produits artisanaux. Excusez-moi de vous couper, Patrick Urban, pavillon 4 dans lequel on se trouve, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. C'est au cœur du pavillon 4. Au cœur du pavillon 4. Il faudra visiter, c'est pas très loin d'ici. Puis il y a aussi les objets et les produits artisanaux qui font partie intégrante du quotidien des agriculteurs. Dans l'espace artisanat et patrimoine rural de France, des artisans viendront étaler tout leur savoir-faire à travers des animations et des démonstrations. Merci Patrick Urban, on vous souhaite une bonne première journée pour ce salon de l'agriculture. Merci à vous aussi, au revoir. Alors, on parlait d'animaux à l'instant, on va s'intéresser aux vaches. Alors, il y a plus de 4000 animaux qui sont présents pendant le salon de l'agriculture. Et Clara, aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de la star incontournable de ce salon. Et oui, c'est exactement ça, Nicolas. Donc, il faut savoir que tous les ans, le salon de l'agriculture met donc une race bovine à l'honneur. Donc, c'est une sorte de tradition. Donc dans ce salon, l'année dernière, tout le monde pouvait observer Fine, donc la bretonne pie noire. Et c'est d'ailleurs. Elle était très jolie d'ailleurs. Oui, très élégante, elle avait l'air gentille. Exactement, très belle robe. Et c'est donc d'ailleurs toujours dans le pavillon 1 que vous pourrez observer donc haute. Donc c'est une race Aubrac. Elle a 6 ans et quand elle n'est pas au salon, elle est élevée en Aveyron. Elle fait déjà la fierté de son éleveur, Thibaut Dijol. Pour lui, elle a énormément de qualités. Elle est curieuse, sociable et elle a un très bon caractère. Elle fait partie d'un troupeau de 130 vaches. Ah quand même, oui. Et oui, ce n'est pas rien, donc c'est un petit peu celle qui dirige les autres vaches, à savoir qu'en France, elles sont à peu près 200 000 à être des vaches allaitantes. Et alors, cette vache un petit peu star sur ce salon de l'agriculture est apparemment un emploi du temps assez chargé. C'est ça, sa journée est très bien organisée, ses éleveurs l'expliquent. C'est toujours la première à être levée, elle s'occupe de ses veaux, elle les protège, donc on peut dire que c'est un petit peu la star du groupe. Et même si elle est née en 2012, Haute a fait déjà de nombreuses compétitions dans le monde de l'agriculture. Mais ce gène de vedette n'est pas venu tout seul puisque son père, alias Bijou, était déjà présent l'année dernière ou il y a quelques années au salon où il est d'ailleurs fini 2e de sa catégorie.
Et alors on parlait de technologie avec Patrick Urban à l'instant. Elle est aussi connectée Haute alors ou pas? On parle. J'ai pas trop compris en fait. Complètement. En fait, Haute est une vache qui a un compte Twitter. Ah bah voilà. Oui, c'est ça. Elle a un compte Twitter, donc ça permet de poster ses voyages, de communiquer avec ses fans. Elle a d'ailleurs une description qui est très simple et très courte. Fière représentante de la race Aubrac, égérie 2018 du Salon international de l'agriculture. Rien que ça. #élevage. Elle a d'ailleurs posté plusieurs photos d'elle et de son veau qui sont tranquillement installés, donc toujours dans le pavillon 1. Et hormis le fait qu'elle soit présente sur les réseaux sociaux, elle a déjà fait plusieurs shootings photos. Ce sont donc nos confrères du JDD qui le disent. Pour avoir donc la photo que l'on voit sur plusieurs affiches, il a fallu 2 jours de tournage et 6000 clichés. Donc Haute, la vache égérie de ce salon de l'agriculture, à retrouver dans le hall 1 jusqu'au dimanche 4 mars du coup. C'est ça, et donc si vous la voyez, vous pouvez également tweeter, prendre des photos avec elle et peut-être qu'elle vous répondra. Bah, puisqu'elle a l'air gentille. Merci Clara Ceccarelli. On va faire une courte pause dans quelques instants. C'est Cédric Villani qui va nous rejoindre sur le plateau et qui répondra aux questions de Yanis Darras, Garance Amespil et Mathilde Moreau. A tout de suite. De retour dans À travers champs, toujours depuis le salon de l'agriculture. Cédric Villani nous a rejoint en plateau. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de commencer les interviews, nous accueillons Lucas Pierre qui vient nous faire votre portrait. Bonjour Nicolas, bonjour bonjour Cédric Villani. Alors vous êtes né le 5 octobre 1973 à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Vous êtes mathématicien et depuis juin 2017, vous êtes homme politique français. Petit, vous grandissez dans une famille entièrement tournée vers les métiers de l'enseignement et les métiers artistiques. Vos 2 parents d'ailleurs enseignent la littérature. Un de vos oncles enseigne lui les mathématiques. Il est jazzman aussi. Votre frère Vivien, lui, est compositeur de musique spécialisée dans les films. Vous faites donc votre scolarité à Brive, puis à Toulon. Vous intégrez ensuite une classe préparatoire avant d'arriver 4e au concours d'entrée de l'école normale supérieure de Paris en 92. Et en 1994, vous devenez président de l'association des élèves. Est-ce que c'est depuis ce moment que vous nourrissez en fait vos ambitions politiques actuelles? Ambitions politiques actuelles, pas au sens où je les occupe maintenant. Ce n'était pas du tout dans mes projets de l'époque où j'étais président de l'association des élèves à l'ENS, mais disons que c'est le moment où s'est manifesté pour la première fois mon intérêt pour la chose publique et l'organisation. Donc vous consacrez ensuite votre vie aux mathématiques que vous enseignez à l'école normale supérieure de Lyon jusqu'en 2010, année d'ailleurs pendant laquelle vous recevez la médaille Fields, qui est une récompense en mathématiques, qui est l'équivalent en fait du prix Nobel. Et c'est à ce moment-là que vous vous investissez concrètement dans la politique. Vous soutenez Anne Hidalgo lors des élections municipales de mars 2014. Vous présidez même son comité de soutien. Et en 2015, vous devenez porte-parole d'un autre comité de soutien, celui à la candidature française pour l'exposition universelle en 2025. Une candidature finalement avortée par l'État français. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? Eh bien, je ne regrette pas mon engagement pour un projet que je pense important. J'espère qu'un jour futur, la France se relancera dans cette idée d'exposition universelle. On voit maintenant que le dossier était trop complexe pour être porté au vu de nombreuses contraintes. J'ajouterai aux engagements que vous avez mentionnés le fait que depuis 2010, je milite pour la cause européenne dans les cercles fédéralistes européens et que ça a été l'un des moteurs majeurs de mon engagement dans La République En Marche. Vous êtes donc aussi directeur de l'Institut Henri Poincaré de 2009 à 2017. La même année, pour l'élection présidentielle, vous soutenez donc Emmanuel Macron et vous devenez député de la 5e circonscription de l'Essonne avec La République En Marche. Alors 2 questions, pourquoi avoir choisi La République En Marche et pourquoi avoir souhaité soutenir Emmanuel Macron? Il n'y avait pas d'autre mouvement qui m'aurait convenu vraiment que celui-ci, en premier lieu pour ses convictions européennes, ensuite pour sa volonté de dépasser les clivages droite-gauche. Je ne me suis jamais reconnu dans ses affrontements et ses postures. Et en troisième, pour la volonté d'impliquer les experts dans les domaines de compétences variés dans la vie politique. Et l'Assemblée nationale dans laquelle je siège aujourd'hui, elle ressemble à aucune autre qu'on ait vue dans les dernières décennies. Elle est plus jeune, elle est beaucoup plus variée dans les profils et je me reconnais dans cette façon de concevoir la politique. Merci Cédric Villani. Merci Lucas Pierre.
Alors nous commençons tout de suite à parler d'actualité avec vous, Monsieur Villani, puisqu'Édouard Philippe a dévoilé hier 60 mesures d'un plan national contre la radicalisation. Alors Garance Amespil nous a rejoint en plateau. Ce plan vise à mieux identifier, signaler et prendre en charge la radicalisation le plus tôt possible. Et c'est exactement ça. Bonjour Nicolas, bonjour Cédric Villani. Bonjour. Alors vous savez, il y avait eu un conseil interministériel hier à Lille. Est-ce que vous savez ce qui s'est tenu comme propos à ce conseil interministériel? Pas plus d'informations que ce qu'il y a eu dans la presse, puisque mon actualité personnelle est chargée aussi et j'étais sur multiplicité de dossiers. Mais je savais qu'il y avait évidemment cette volonté de travailler contre la radicalisation et en particulier le fait que les lieux de détention sont des endroits privilégiés pour le recrutement, pour la contamination des idées radicales. Alors ici, on parle de rupture avec les principes républicains. Qu'est-ce que c'est des principes républicains pour vous? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme principe républicain? Principe républicain, c'est d'abord le fait que tout le monde est soumis à la loi, le fait que tout le monde a droit à des conditions justes. Il n'y a pas un risque justement qu'on ait un principe de mauvais français, bon français? Mauvais citoyen, on luttera bon citoyen. toujours contre ça et dans les débats à l'Assemblée, ça a toujours été ça a toujours fait partie de nos engagements. Le fait que tout le monde a droit à un traitement humain, civilisé bien sûr, respectueux et même pour les personnes qui sont dangereuses, même pour les personnes dont on ne souhaite pas qu'elles transmettent des idées dangereuses à d'autres, il convient de traiter ça avec fermeté et respect à la fois. Alors on dénombre plus de 11 000 personnes qui sont prises en compte par les services. Est-ce que c'est réaliste ce plan, 11 000 personnes? Ça vous semble pas énorme à prendre en charge? Il y a eu beaucoup, on sait que les mouvements de radicalisation ont été malheureusement très efficaces. Avec une très bonne utilisation des nouvelles technologies, avec beaucoup de travail qui a été fait de façon souterraine, invisible, on ne s'est juste pas assez méfié. Et il vaut mieux prendre en compte le problème. On ne s'est pas assez méfié ou on avait juste une politique inefficace là-dessus? C'est forcément un peu des deux. Si on ne se méfie pas, la politique n'est pas efficace ensuite. Et l'information, la reconnaissance de la difficulté est la première condition pour résoudre un problème. On le sait bien, je l'ai vécu en recherche à de multiples occasions, mais je le vois aussi en politique. Première difficulté, c'est d'identifier un problème et de le regarder en face. Quand on a réussi à faire ça, le reste souvent s'ensuit. Alors les lycées hors contrat vont être suivis de plus près par le gouvernement. Pourquoi? Pourquoi les lycées hors contrat premièrement? Simplement parce que les lycées sont des endroits fondamentaux pour la construction des citoyens, pour la transmission des idées, et c'est très important que dans tous les établissements, on transmette les valeurs de citoyenneté, là, de liberté, parle de de renforcement justice. de la sécurité dans les lycées hors contrat. Pourquoi eux spécifiquement? Hors contrat, ça veut dire par définition que vous avez un lien qui est moins suivi avec la nation. Et il est important, à une époque où on a besoin plus que jamais de cohésion et de se serrer les coudes les uns les autres, qu'on ne laisse pas le sentiment qu'il y a des espaces où il y aurait la possibilité de raconter n'importe quoi, où il y aurait la possibilité de transmettre des discours qui ne correspondent pas à nos valeurs. Il ne s'agit pas, bien sûr, de jeter le soupçon ou l'opprobre sur ces établissements hors contrat. Et nous avons besoin de l'expression de toutes les sensibilités. Il s'agit juste de faire attention. Alors on va passer à un autre sujet maintenant, je suppose que vous ne l'avez pas loupé, ce sont les enregistrements de Laurent Wauquiez sur le plateau de BFM TV mardi soir dernier. Il s'est expliqué, alors dans ces enregistrements, Laurent Wauquiez explique qu'Emmanuel Macron a été élu car il avait organisé la démolition de François Fillon. Ça vous fait quoi d'entendre ça? Moi, je pense que ça s'apparente à du ragot. Je n'ai pas l'impression que ce soit une déclaration politique. Je pense que Laurent Wauquiez s'est laissé aller à un certain bavardage. Vous pensez qu'il savait qu'il était entendu, qu'il allait être écouté et enregistré? À mon avis, ça n'a pas amélioré son image et je pense donc que ce n'était pas un calcul de sa part. Ou si c'était un calcul qui n'était pas très habile. J'ai noté qu'il a parlé de nous autres députés en des termes peu élogieux, peu flatteurs. Très peu élogieux. Et je pense que... Vous l'avez pris personnellement, ce commentaire de Laurent Wauquiez?
Moi, je ne l'ai pas pris personnellement. J'ai vu ça comme un commentaire adressé à l'ensemble, au groupe que nous formons. Et je pense qu'il n'a pas mesuré à quel point il y a tout ce qu'il y a de marge de manœuvre et de liberté dans le métier dans la fonction de parlementaire. Ça m'étonne de la part de quelqu'un qui a été parlementaire lui-même. Et il a, dans ses propos, parlé de la façon dont le Parlement, dans l'Assemblée en particulier, était pieds et poings liés ou quelque chose comme ça par rapport au Il desiderata a aussi mis en l'exécutif. porte-à-faux Emmanuel Macron sur les propos qu'il avait tenus en disant incapable, fainéant, etc. Ça vous choque la comparaison? Il n'y a pas Il y a un peu ici une histoire d'arroseur arrosé parce qu'il a attaqué le président, ou en tout cas, il a parlé du président. C'est un détournement d'attention pour vous? C'est peut-être un détournement d'attention, mais qui sait. Vous savez, la polémique, c'est pas mon truc. Je pense que le collègue Laurent Wauquiez, je dis collègue parce qu'il est lui aussi en politique, bien sûr. Je l'ai connu à l'École normale supérieure, par ailleurs, il y a de ça assez longtemps. Je pense qu'il a commis un faux pas. Je pense qu'il ne faut pas en faire des tonnes autour de cela. Et je pense que ce n'est pas un événement politique. Ça tient du ragot, ça tient du buzz, cette histoire-là. Le sujet que nous abordions juste précédemment sur la radicalisation et les mesures que le gouvernement va faire contre cela sont beaucoup, beaucoup plus importantes. Merci, Garance Amespil. Cédric Villani, on va continuer évidemment, puisqu'avec Charles Torossian, inspecteur général de l'éducation nationale, vous étiez en charge de faire un rapport sur l'enseignement des mathématiques en France. Vous l'avez rendu le 12 février dernier au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. 21 mesures sont ressorties pour faire aimer les maths aux Français. C'est un vaste sujet quand même. Bonjour Mathilde Moreau, vous avez étudié ces mesures. Bonjour Nicolas, bonjour Cédric Villani. Bonjour. Alors en effet, vous voulez que les Français aiment les mathématiques, mais pourquoi vouloir que les Français aiment les mathématiques? En premier lieu, parce que c'est un véritable gâchis, ce qui se passe en ce moment dans l'éducation nationale avec la mathématique. Et on a vu avec les comparaisons internationales, on a pris conscience de notre manque de résultats. Tout à l'heure, je disais, le problème qui est bien identifié et qu'on regarde en face, il est à moitié résolu. Et là, on a regardé en face et on a découvert à quel point notre enseignement avait des problèmes. À tel point que nos petits jeunes se classent bon dernier de l'OCDE en termes de compréhension des sciences mathématiques. Et derrière ça, il y a des problèmes économiques, bien sûr, parce que le pays a besoin de mathématiciens. Mais il y a aussi un gâchis, une souffrance. Souffrance des jeunes qui passent des années et des années dans des cours qui ne les intéressent pas, dont ils ne comprennent pas l'intérêt, souffrance des enseignants qui ont l'impression de s'évertuer en pure perte. C'est un gâchis humain considérable. Justement, les enseignants, là, un principal point de ce rapport, c'est la formation des enseignants. Vous proposez, dès la rentrée 2018, une formation à Bac+1. En quoi consistera-t-elle? Aujourd'hui, actuellement, il y a une formation pour les professeurs des écoles à Bac+3, en 2 ans, donc en niveau master. Être enseignant, aujourd'hui, c'est un métier dans lequel on se lance vraiment par vocation, parce que c'est un métier difficile, c'est un métier important. La plupart de nos enseignants, c'est un fait, professeurs des écoles, sont littéraires de formation. Et on a besoin d'eux, on est fiers d'eux, et c'est avec eux qu'on va construire l'avenir. Mais on a besoin de les accompagner, de leur donner les moyens pour cela. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui veut être enseignant. La plupart des enseignants savent, dès le lycée, qu'ils ont envie de faire ce métier. Les formations littéraires, en pratique, les cours de mathématiques qui ne sont pas adaptés pour eux au lycée vont leur passer au-dessus de la tête. Mais la formation à Bac+1, en quoi consistera-t-elle et en combien d'années se fera-t-elle? Elle va commencer à Bac+1 parce que maintenant il faut attendre d'avoir passé sa licence avant de pouvoir commencer sa formation d'enseignant, ce qui veut dire 3 années supplémentaires sans le moindre cours de sciences. Et ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas ensuite en 2 années rattraper, vous mettre dans le bain à travers à la fois le sens de la discipline et la façon de l'enseigner. Donc des Bac+1, ce qu'on appelle nos vœux, et ce qui est mis en place dans la plupart des autres grands pays, c'est une formation qui vous forme au métier d'enseignant tout simplement. En vous enseignant pluridisciplinaire, en particulier parce que pour les enseignants des écoles, vous devez enseigner toutes les disciplines, et c'est un vrai sport, et qui mélange les contenus disciplinaires et les contenus pédagogiques et didactiques. Vous souhaitez également que les enfants, donc l'apprentissage des mathématiques pour les enfants se fasse beaucoup par la manipulation. C'est déjà le cas actuellement dans les écoles françaises. C'est très inégal ce qu'il y a aujourd'hui dans les écoles françaises. C'est une des raisons aussi pour lesquelles nous parlons très peu des programmes.
Parce qu'une chose, ce sont les programmes, et une autre chose, c'est ce qui est fait sur le terrain. C'est très inégal. Et par rapport à ces mesures que nous avons proposées, on a vu les réactions. Certains nous ont dit « Ah, c'est un changement majeur », d'autres ont dit « Mais on fait déjà ça depuis des années ». Oui, parce que c'est très inégal ce qui se fait. Et le but, c'est de l'obliger à toutes les écoles. C'est bien ça? Alors d'abord, il y a un principe fondamental, c'est la liberté pédagogique, à laquelle nous sommes très attachés. L'enseignant, l'enseignante choisit sa méthode pédagogique et personne ne va le contraindre à enseigner selon tel ou tel sujet. Mais la liberté de choix n'a de sens qu'avec la bonne information. Et la bonne information passe par l'expérimentation. Toutes les méthodes qui fonctionnent aujourd'hui sont basées sur un dosage de manipulation, de dénomination, verbalisation, identification et de conceptualisation. En fond, quelle forme prennent ces dosages, quelle manipulation exactement? C'est là qu'il y a les différences entre les méthodes variées. Mais s'il n'y a pas ces ingrédients, ce qu'on constate juste, c'est que ça ne fonctionne pas. Autre mesure dans ce rapport, c'est l'apprentissage des quatre opérations, donc addition, soustraction, multiplication, division, dès le CP. Est-ce que ce n'est pas trop en CP, lorsqu'un enfant a 5 ans, 6 ans, d'apprendre ces 4 opérations? Ça dépend de ce qu'on appelle apprendre. En France, là aussi, si on compare à d'autres, compréhension, exactement. On voit qu'on passe trop de temps sur la technique et pas assez de temps sur le sens. Et avant de savoir faire une multiplication bien posée, une division bien posée, il faut comprendre vraiment ce que ça veut dire, la multiplication et la division. Et il n'est jamais trop tôt pour commencer à travailler sur ce sens. Le sens des 4 opérations, ça se construit en même temps qu'on apprend les nombres. De la même façon qu'un 6, c'est un 2 x 3, c'est un 4 plus 2, ou ce que vous voulez, ou un 8 moins 2. Au fur et à mesure, à travers les exercices, les manipulations, les mises en situation, le mélange de concret et d'abstrait, on peut s'initier à ces 4 opérations et en comprendre le sens dès très tôt. Et on est surpris par la faculté de compréhension des jeunes enfants. Mais ajouter donc ces deux, donc la multiplication et la division, donc en compréhension dès le CP, est-ce que les enseignants vont avoir le temps de faire le programme en entier? Parce qu'ils peinent déjà à le faire aujourd'hui. Si on ajoute déjà encore des choses, est-ce qu'ils vont avoir le temps? En premier lieu, évidemment que pour écrire ce rapport, on a écouté les enseignants. On a eu beaucoup. On est allé voir des classes, on a discuté avec les enseignants, on en a auditionné quelques dizaines parmi une multitude d'acteurs et on a vu que c'était juste possible. Et on a des témoignages d'enseignants qui nous disent oui, ça fonctionne. Évidemment qu'il ne faut pas passer trop de temps sur la technique opératoire dès le début, mais il y a telle et telle expérience qui font comprendre le sens et qui marchent bien. Et là encore, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'international, il y a des endroits dans lesquels les pratiques se sont généralisées et dans lesquels ça fonctionne. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire, on va juste appliquer la méthode à laquelle on croit et celle que j'ai lue dans le livre. Il faut s'ouvrir sur l'extérieur, s'ouvrir vers les pratiques des collègues. Les enseignants français passent beaucoup trop peu de temps à discuter entre eux de ce qui se passe dans les classes. La notion de travail en équipe, de travail de groupe n'est pas assez développée et on a insisté beaucoup là-dessus dans le rapport. On a fait la suggestion par exemple que chaque enseignant assiste chaque année à au moins 3 cours donnés par d'autres enseignants qui d'ailleurs peuvent être, si ça se tient à l'étranger, c'est encore mieux. On a eu des témoignages de programmes d'échange entre enseignants anglais, enseignants chinois qui ont été extrêmement enrichissants pour eux. Voir comment ça se passe chez les autres et comment ça se passe aussi dans la classe de son collègue du même établissement, c'est très instructif. Merci Cédric Villani. Merci à vous Mathilde Moreau. Alors on va continuer Cédric Villani avec Anis Darras puisque jeudi dernier, le président de la République a rencontré 700 jeunes agriculteurs à l'Elysée. L'occasion pour lui de faire quelques annonces juste avant le salon de l'agriculture. Alors Yanis, eh bien, on a plusieurs questions à poser à Cédric Villani sur cette entrevue entre le président Tout à fait et ses Nicolas. agriculteurs. Bonjour d'ailleurs, bonjour Cédric Yanis. Villani. Alors la première annonce au cours de cette rencontre, c'est celle de la création en fait, d'un nouveau dispositif de prêt garanti pour les jeunes agriculteurs. 1 milliard d'euros vont être débloqués pour leur permettre d'acheter du matériel. Mais est-ce que 1 milliard d'euros, c'est vraiment suffisant pour leur permettre de s'installer durablement? 1 milliard d'euros, c'est pas mal. Oui, mais quand on sait ce que coûte une exploitation, c'est pas mal. un Quand on tracteur. sait ce que coûte une exploitation agricole, bien sûr, on voit que c'est pas du tout une enveloppe qui est disproportionnée, qui soit trop grande. Mais ce qui est important, je dirais encore plus, c'est le fait qu'on insiste sur ce genre d'action pour favoriser l'investissement. Et évidemment, l'investissement, il va venir après à travers d'autres canaux, il va venir aussi en d'autres actions, par exemple dans le Mais volet... l'agriculture française manquait d'investissement alors?
l'agriculture française a manqué d'investissement. Et, du fait de se projeter davantage autant que possible dans le futur et donner les clés de l'investissement aux agriculteurs. On veut des agriculteurs, le président a insisté dans son discours sur le mot entrepreneur. On veut des agriculteurs qui soient autant que possible maîtres de leur destin, qui ne se contentent pas de subir à travers le jeu de grands acteurs, qui puissent prendre des risques en connaissance de cause. Donc c'est aider les petites exploitations, c'est vraiment le but. Il faut travailler à tous les niveaux. Et on ne peut pas juste travailler sur le niveau du plus grand, juste travailler sur le niveau du plus petit, il faut réfléchir à tous les niveaux. Alors, autre mesure concrète annoncée par le gouvernement cette fois-ci, c'est la facilitation donc, de ce qu'on appelle la reprise d'activité. Par exemple, un jeune fils d'agriculteur voulant reprendre l'exploitation de ses parents aura plus de facilité à le faire. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, 40% des agriculteurs veulent partir à la retraite d'ici 3 à 4 ans. Alors, le gouvernement prévoit de mettre un système de pré-retraite, mais est-ce que ce système de pré-retraite est vraiment possible à mettre en place quand on sait que 40% des agriculteurs veulent partir à la retraite? Écoutez, c'est le grand mérite du gouvernement que de lancer ce programme, en tout cas. On ne peut pas juste se contenter de voir le problème et de dire et de faire des vœux. Il faut aider. Et on a un problème effectivement de pyramide des âges. On a un problème de pénibilité du travail j'allais dire enseignant bien sûr par lapsus, parce qu'il y a aussi une question de malaise enseignant, mais là une question de malaise agriculteur qui est très claire. Et la mesure va dans le bon sens. Elle va être compliquée à mettre en œuvre, certes, mais il faut s'y lancer. Et pendant très longtemps, on a dit, les stratégies par rapport aux agriculteurs ont consisté à promettre et à dire peut-être un jour l'aide viendra et on saura faire ce problème. Ici, le gouvernement se lance dans l'affaire. Bien sûr que ça va être compliqué, mais on ne peut pas leur reprocher de se lancer. Comment séduire justement les jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas forcément faire ce métier, puisque justement c'est un métier à la fois pénible et long. Donc comment on séduit les jeunes aujourd'hui pour les remplacer justement tous ces agriculteurs qui vont bientôt partir? Pour séduire les jeunes, bien sûr qu'il faut insister sur l'importance du métier, le fait qu'on est avec le métier agriculteur sur les enjeux primordiaux, les plus importants, sans lesquels juste nous, société, on ne peut pas survivre. Il faut insister sur le fait qu'on va veiller à protéger davantage la filière, et dans le discours du président, il a insisté aussi sur le fait qu'on n'était pas bon sur les contrôles, sur l'organisation par rapport aux importations, et que ce n'était pas tellement une question d'accord avec l'étranger, c'est le fait que nos contrôles ne sont pas assez rigoureux, le fait que nos suivis ne sont pas assez rigoureux. Comment on améliore les contrôles alors? En renforçant l'efficacité administrative, en traitant le dossier à bras-le-corps, en évitant que des dossiers traînent. Dans le discours, il évoquait le fait que certains dossiers pour des aides qui auraient dû être attribuées en 2015 ne sont toujours pas traités. On est en 2018. Et le fait que le ministère a commencé à se dire on va écuser tout le passif et accélérer le traitement des dossiers. Je crois que ça c'est très important. Plus d'efficacité, on en a besoin pour se lancer dans la filière. On va aussi passer à plus de modernisation. Dans le volet intelligence artificielle, dans le rapport intelligence artificielle dont j'ai été chargé, oui, il va y avoir un volet agriculture, bien sûr. Mais la technologie a un prix, donc c'est pour ça en fait on revient finalement on revient sur cette question du milliard d'investissement, bien sûr. La technologie a un prix, il faut se lancer là-dedans. Et si on dit aux jeunes, vous allez rester devoir continuer à appliquer les mêmes recettes qu'auparavant, bien sûr, c'est pas attractif. Si on dit il va y avoir des investissements, le métier va être renouvelé, on va agir aussi sur la protection, là c'est plus attractif. On a vu récemment, les études récentes ont montré que les agriculteurs sont globalement plutôt en meilleure santé que les autres catégories de la population, à âge comparable et tout ça. Et ça nous montre aussi que au-delà de toutes les difficultés, au-delà de toutes les complications, il y a quelque chose de sain à être dans le secteur de l'agriculture. Demain, on va le rendre encore plus sain, bien sûr. Il y a tout le travail sur réduire la dépendance, bien sûr, bio, plus de bio dans les restaurations publiques en particulier, moins de produits phytosanitaires, et éviter tout ce qui peut être de la pollution et qui n'est pas
indispensable. Justement, le gouvernement aussi a fait des annonces par rapport à ça, notamment en matière de bio. Emmanuel Macron mise sur un plan qu'on appelle maintenant Ambition Bio, qui vise en fait à mettre d'ici 2022 15% des Absolument. terres en surface agricole bio. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a un gros problème d'ambiguïté sur les maintiens d'aides à l'agriculture bio. Alors pourquoi mettre une aussi grosse incertitude sur ces aides alors que le gouvernement envisage de justement avoir une sacrée ambition en matière de bio? Pourquoi autant d'ambiguïté autour de ce problème? On n'est pas sur des sujets simples. Et l'ingénierie financière sur les aides, c'est une complication considérable. On l'a vu aussi avec les questions liées à la politique agricole commune, les questions de transfert d'un pilier vers un autre pilier, des questions qui sont d'une complexité considérable. Et ce n'est pas par volonté ou par gaieté de cœur qu'il y a l'ambiguïté que vous évoquez. C'est juste parce que c'est compliqué. On a des échanges réguliers à l'Assemblée avec le ministre Stéphane Travert, qui se fait régulièrement interpeller de façon très vive par nous autres députés, parce qu'on a des retours de nos exploitants agricoles en particulier. Et on est convaincu que le ministère fait tout ce qu'il peut. Juste l'affaire est compliquée. Il y a une volonté très claire d'aider le bio, de l'accompagner, de renforcer sa place. Ce sont des problèmes auxquels je suis sensible aussi en tant que député d'un territoire, en particulier le plateau de Saclay, qui compte des terres agricoles importantes, dont certains qui se sont mis au bio de façon très résolue, dans un climat d'incertitude, et qui nous parlent aussi, qui me parlent de toutes ces difficultés au quotidien, de la grande rigueur qu'il faut avoir dans l'agriculture bio, de la façon dont ça se construit sur le long terme. Mais ce sont des enjeux qui en valent la peine, auxquels on croit et dont on est très fier. Et la France a vocation à montrer le chemin dans cette voie. Cédric Villani, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous dites que Stéphane Travert écoute vos propos à l'Assemblée nationale, que le gouvernement se plonge dedans, mais beaucoup cette semaine on a entendu dire que Emmanuel Macron n'était pas très investi dans ces questions agricoles, et à l'instant il vient de, puisqu'il était ici dans ce stand, dans ce pavillon plutôt, il vient de se faire copieusement siffler par des agriculteurs. Est-ce que vous trouvez cela justifié ou pas? Est-ce que Emmanuel Macron s'investit pleinement dans ces questions d'agriculture et on parlait de questions sanitaires aussi, puisque ça rentre beaucoup en jeu aujourd'hui? Je suis convaincu qu'il s'investit pleinement là-dedans. Je peux voir aussi, par rapport à l'international, la façon dont la France défend au sein de la communauté européenne l'importance de l'aide à la filière agricole, l'importance de sa modernisation. C'est un dossier dans lequel il est très investi. Et c'est un dossier très complexe. Le fait qu'il ait osé aussi aborder le sujet frontalement, dire des choses qui dérangent, du fait qu'il y a un manque de rigueur aussi dans notre administration sur ce sujet en interne, le fait qu'il y a des problèmes de représentativité, le fait qu'il y a il faut regarder les choses en face. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde. J'entends bien aussi qu'il y a des attaques qui sont destinées à préserver certains statu quo. Et c'est normal. Quand on se lance dans la politique, on sait qu'on va prendre sa dose de reproches et de complications. Et je sais qu'il y est prêt. Merci Cédric Villani, merci Yanis Darras. On va faire une courte pause, nous, dans À Travers Champs. Dans quelques instants, nous parlerons de vin, de produits régionaux. Je pense que cela vous plaît aussi, à vous, Cédric Villani. C'est le grand bonheur d'être l'un des grands bonheurs d'être dans ce salon de l'agriculture, les produits régionaux, les animaux. Voilà, exactement. Et bien, on aura plein de chroniques là-dessus dans quelques instants. Nous, on va vous laisser aller profiter de tout cela. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation à vous. Et on se retrouve dans quelques instants dans À Travers Champs. Merci à vous. De retour dans À Travers Champs, toujours ici depuis le Salon de l'Agriculture, dans le Hall 4. Alors malheureusement, Guy Bedos est souffrant ce matin, il n'a pas pu venir nous rejoindre sur ce plateau télé. On lui souhaite un bon rétablissement, mais c'est Jean-Paul Hébrard, président de TV Agri. C'est moi qui remplace Guy Bedos ? Oui, vous avez l'honneur, Jean-Paul. Mais pas que vous, puisque Delphine Gay aussi, directrice de la communication de l'UIPP, qui est avec nous ce matin. Bonjour Delphine. Bonjour. Et Dimitri Hainaut. Bonjour Nicolas. Qui lui va venir nous parler de l'agriculture en ville. Bonjour Exactement, c'est un plaisir d'être de retour pour une nouvelle saison au sein du Salon de l'Agriculture. Et je vais citer deux exemples d'agriculture urbaine, notamment la première, c'est les plantations de houblon
dans Paris. Alors, forcément, qui dit Dimitri dit bière. Voilà, comme par hasard, je l'attendais. Donc le houblon qui est connu pour la fabrication de la bière. Et on peut retrouver dans plusieurs arrondissements de Paris la fabrication de houblon, notamment dans une brasserie qui s'appelle la Parisienne, qui est rue Saint-Sauveur, où on peut trouver directement des plantations de houblon, ou dans la brasserie de la Bière Michel, voilà, rue Bouffon dans le 5e arrondissement. Et un autre endroit assez particulier, il s'agit de l'Abricotois. Voilà, un peu difficile à dire, qui est donc dans le 15e arrondissement et qui cette fois-ci propose plus de 300 mètres carrés de murs consacrés uniquement pour la culture de houblon. De houblon pardon. Juste le houblon, 300 mètres carrés. C'est plutôt respectable. Donc dans le 15e arrondissement, et un autre petit exemple, puisque Paris, ce n'est pas uniquement la France, il y a aussi d'autres belles villes, et notamment la Ville Rose, Toulouse. Très belle ville. Très belle ville, très belle ville. Et je vais vous parler d'un site qui a été créé qui facilite la plantation de tomates au sein de la ville. Ça concerne principalement des personnes qui n'ont pas de jardin et qui veulent cultiver. Le site s'appelle Adopte ma tomate. Alors, c'est pas un site de rencontre pour tomates de ta région, on est clair là-dessus. Mais voilà, Adopte ma tomate, donc c'est un site qui met en relation les propriétaires de jardins toulousains qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de cultiver leur jardin, en relation avec des personnes qui ont envie de faire cette culture, mais qui ont juste un plant de tomates cerises qui se bat entre 2 fenêtres et un volet. Donc, ils sont en relation et ceux qui veulent cultiver les tomates peuvent aller dans les jardins des autres pour cultiver les tomates, pour profiter justement de ces espaces non exploités. Donc, c'est quelque chose qui encourage un peu l'échange pour l'agriculture. Comment l'agriculture arrive pour les gens de la ville. Exactement, comme quoi ce n'est pas uniquement loin des villes, mais c'est aussi dans Paris et à Toulouse. Et c'est un peu une idée reçue, mais c'est la preuve que c'est faux. Bon, on vous retrouve demain matin avec grand plaisir, Dimitri. Non, pas demain matin. Ah oui, pas demain, c'est vrai. Vous partez mais en lundi, vacances. à votre place. Lundi. Voilà, c'est ça. Exactement. Et bien alors, je vous souhaite un bon dimanche. Alors, merci Dimitri. Nicolas, bonne Et émission. alors, on va rebondir avec Jean-Paul Hébrard sur l'agriculture en ville parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Hein. Alors, c'est un sujet qui me passionne. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas voir dans l'agriculture urbaine l'idée que ça va remplacer la production agricole. Dans le meilleur des cas, dans les grandes villes, peut-être ça fera 2-3% la production. Il y aura toujours besoin des agriculteurs pour produire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux citadins de découvrir que de faire une tomate, de faire des légumes, c'est quelque chose de pas évident du tout, que ça mérite du soin. Et effectivement, c'est une bonne prise de conscience, du plaisir aussi de travailler avec les végétaux. Et les gens de la ville, ils sont sensibles ou pas à ça? Est-ce qu'ils s'y intéressent vraiment? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une totale déconnexion entre le citadin et ce qui le nourrit. Et c'est vraiment pour ça intéressant que l'agriculture urbaine soit ce lien qui vient reconnecter le citadin et sa nourriture. Vous vouliez aussi, Jean-Paul Hébrard, nous présenter TV Agri. Oui, parce que c'est vrai, je ne vous ai pas dit, mais on a lancé une structure qui s'appelle le Green City, qui justement essaye de recréer du lien entre les agriculteurs périurbains et justement l'agriculture en ville, parce qu'il y a certainement des opportunités pour les agriculteurs de pouvoir aussi exposer leur savoir-faire dans les villes. Et en même temps, moi, historiquement, je suis directeur donc, de TV Agri, qui est une structure de presse. Alors, on produit des émissions de télévision à destination du monde agricole, à la fois sur Internet, et des émissions qui sont aussi diffusées sur la TNT. Voilà, et vous couvrez, parce que c'est important de le préciser, le salon de l'agriculture ici à Port de Versailles et aussi un autre salon qui est à Villepinte, qui est le salon des machines agricoles. Une année sur deux. Une année sur deux. Alors, voilà, pas cette année, voilà, c'est ça. Mais effectivement, d'autres années. Parce qu'il est extrêmement intéressant aussi comme salon. Avec beaucoup de grosses machines. Et effectivement, on a une émission qui s'appelle Power Boost, qui est un peu, on va dire, l'émission, le turbo du machinisme agricole. Et nous sommes aussi avec donc Delphine Gay. Bonjour Delphine, rebonjour. Rebonjour. Directeur de la communication de l'UIPP. Alors présentez-nous ce qu'est l'UIPP. Alors l'UIPP, c'est l'Union des industries de la protection des plantes. Mais aujourd'hui, vous êtes sur le studio du siècle vert. Siècle vert. Alors c'est peut-être important de rappeler, c'est quoi le siècle vert, d'expliquer. Alors le siècle vert, c'est avant tout une très belle histoire de l'agriculture qui a débuté il y a plus de 100 ans. En effet, en 1918, des hommes et des femmes ont décidé d'organiser la santé des productions agricoles françaises. Et à cette époque-là, il fallait tout inventer. En 1918, tous les médicaments, tous les systèmes de préservation, de protection des cultures étaient inventés. Donc aujourd'hui, 100 ans après, cette organisation, c'est l'UIPP. Et l'UIPP a décidé de fêter cet anniversaire plutôt que de le faire entre soi, avec ses 22 entreprises de la santé des plantes. Ça fait du monde, hein. Ça fait du monde, répartis sur toute la France. En fait, ils ont décidé aujourd'hui de fêter collectivement sur une année avec des 4 grands moments forts, comme le salon de l'agriculture, pour échanger, débattre et partager avec tous l'avenir, le futur siècle de la santé des plantes, parce que on a oublié que vous avez une idée du nombre de bioagresseurs de nos plantes aujourd'hui dans les champs? Alors là, ce serait impossible. Allez, un chiffre. 10 millions. Alors, quand même pas.
Quand même pas, ça me paraît Même beaucoup, je non, sais pas. Pardon. Non, il y a plus de 10 000 bioagresseurs. Et alors, quand on parle de bioagresseurs, c'est des champignons, des insectes qui vont grignoter nos plantes. Et le problème, c'est que si on les laisse faire, c'est 30 à 40% des récoltes en moins. Donc, on va expliquer l'utilité de ces médicaments, pourquoi il faut protéger, quel est le travail aujourd'hui des agriculteurs qui ont permis d'avoir des sols et des terroirs préservés de virus, notamment pour la culture de la pomme de terre. Et donc, on va avoir 4 grands temps forts cette année. Alors, vous avez le salon, de l'agriculture. Le deuxième, c'est la Cité du siècle vert, qui ouvrira ses portes du 14 au 27 mai en plein cœur de Paris, Galerie Turenne, où là, sur 900 mètres carrés d'exposition, le grand public pourra découvrir c'est quoi la santé des plantes. Et il aura tout un parcours de découverte et il se terminera par un grand marché. Le troisième temps fort, c'est les témoins du siècle vert. On va ouvrir les portes des laboratoires de recherche, des stations d'expérimentation, des champs d'agriculteurs, où là, le grand public sera invité à devenir témoin du siècle vert. Dans toute la France, nous allons avoir des sites qui vont ouvrir leurs portes. Et tout ça va se clôturer en 2019. On se retrouve ici l'année prochaine. On prend note. Exactement, pour partager cette feuille de route qui sera issue de ce partage avec tous et des engagements pour le siècle à venir. C'est un joli programme tout ça. Eh bien écoutez, oui, 1 an de rencontres qui vont, je pense, apporter beaucoup de choses à la fois aux consommateurs pour le rassurer, parce qu'on a la meilleure alimentation du monde et je pense qu'il faut arrêter... Et historiquement, on est un pays agricole. Mais on est le pays de l'agriculture et la preuve, l'UIPP 100 ans, c'est-à-dire que très tôt, il y a eu une professionnalisation de l'agriculture française, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une qualité alimentaire la meilleure au monde. Donc voilà, on va essayer d'échanger, d'expliquer avec les élus, avec vous, le monde des médias et puis bien sûr avec le consommateur. Hugo Franceschi est avec nous sur le plateau pour nous dire rapidement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, ce qu'il y a à faire ou à voir aujourd'hui sur le Salon de l'Agriculture. Eh bien, bonjour Nicolas. Bonjour Hugo. Effectivement, le Salon de l'Agriculture est un passage obligé pour tous les chefs d'État. Emmanuel Macron est arrivé au Salon vers 8h ce matin et pourrait bien y passer la journée. Il annoncera son plan pour le développement de l'agriculture biologique et également son plan d'investissement de 5 milliards d'euros. Et puis, il s'exprimera de nouveau sur la réforme de la carte des zones défavorisées. Donc, dans un contexte où la grogne agricole est massive, Emmanuel Macron va tenter d'éviter de marcher sur des œufs. Espérons pour lui qu'il ne s'en prenne pas dans la figure, comme ce fut le cas l'année dernière, alors qu'il était venu en tant que candidat à la présidentielle. Ça va, apparemment il a pris des costumes de rechange. Comme on a 2 minutes encore, il est 10h47, peut-être que vous pourriez nous dire ce qu'il y a dégusté aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui, toute la journée au stand des Bouches-du-Rhône, situé sur le pavillon numéro 3. Des démonstrations culinaires autour de l'huile d'olive d'Aix-en-Provence auront lieu. Des chefs tels que Éric Broudzon, Jérôme Duroux ou Francis Robin cuisineront pour vous à l'aide d'huile d'olive certifiée AOP, des produits du terroir de Provence. Bon, on sait, on va passer notre déjeuner aujourd'hui, Hugo. Oui. Merci, on se retrouve demain pour le programme de la journée. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir malheureusement comblé un petit peu l'absence de Guy Bedos qui est souffrant. On lui souhaite un bon rétablissement. On se retrouve donc l'année prochaine pour parler de cet immense chemin que Siècle Vert va parcourir. Ça sera un livre vert. Aujourd'hui, c'est le manifeste et on invite tout le monde à venir signer, partager ce manifeste. Et la concrétisation de cette année de communication, ça sera un livre vert sur le siècle à venir de la santé des plantes. Et puis Jean-Paul Hébrard, on souhaite un bon salon de l'agriculture à TV Agri. Merci et bon salon à vous aussi. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain matin 9h30 pour une nouvelle émission en compagnie d'agriculteurs, en compagnie d'artisans locaux qui nous présenteront leurs produits, notamment, à mon avis, des produits du vin, du saucisson. Voilà, on a envie de voir ça, un bon dimanche pour un bon repas. À demain donc et bonne journée à vous.